Le Trésor sur RTI1. Madame, Monsieur, bonjour. Dans cette édition, le constat dans les écoles ivoiriennes après le mot d'ordre de grève annoncé les 3 et 4 avril 2025 par l'intersyndicale de l'éducation-formation. Les cours ont lieu dans les établissements scolaires sillonnés par nos reporters à Abidjan et à l'intérieur du pays. Un prix historique pour les producteurs de cacao. Il se vendra désormais à 2200 francs CFA le kilogramme pour la campagne intermédiaire. Une décision du chef de l'État Alassane Ouattara pour soutenir la filière. Explication dans un instant dans ce journal. Et puis la médiation des sages de l'Union africaine en mission au Sud-Soudan. Des consultations prévues sur 5 jours avec pour objet premier de dialoguer avec les parties prenantes sud-soudanaises pour désamorcer les tensions et promouvoir une solution négociée. Bienvenue à tous. La grève des syndicats enseignants n'a pas été totalement suivie. L'appel à la grève lancé par l'intersyndicale de l'éducation-formation il y a quelques jours n'a pas été totalement suivi sur tout le territoire national. La plupart des enseignants, élèves, responsables d'établissements rencontrés par nos reporters étaient à leur poste ce jeudi 3 avril. Sur vos écrans, vous voyez donc les images prises ce jour par Grace Kando au lycée moderne d'Angré et au groupe scolaire groupement 4000C dans la commune de Cocody. Enseignants et élèves sont de toute évidence présents et nous vous ferons le point complet sur la situation à Abidjan et dans nos régions au cours de nos prochaines éditions. Voilà, visiblement, les établissements scolaires, élèves et enseignants ont suivi le mot d'ordre et les instructions de la ministre de tutelle qui a d'ailleurs rencontré hier 14 syndicats non adhérents à ce préavis de grève. L'actualité économique de ce pays qui ne souffre d'aucun tumulte avec une bonne nouvelle pour nos producteurs de cacao. Le prix d'achat du kilogramme de cacao pour la campagne intermédiaire est fixé à 2200 francs CFA. Une décision pour soutenir la filière est prise par le président de la République Alassane Ouattara. Elle est annoncée par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et des Productions vivrières. Le détail par Lanciné Bakayoko. Ces 2200 francs pratiqués pour cette campagne de commercialisation intermédiaire du cacao représentent une augmentation de 22,2% en comparaison à la campagne précédente où le kilogramme s'échangeait à 1800 francs. On parle de vente anticipée, on a toujours des avantages. Puisque la tendance aujourd'hui au niveau international est baissière. Mais le président a décidé d'aller au-delà du prix fixé pour atteindre le prix record jamais égalé de 2200 francs par kilogramme de cacao. Cette augmentation substantielle du prix du kilogramme de cacao, une bonne nouvelle pour les producteurs ivoiriens qui rêvent de revenus améliorés et surtout de meilleures conditions de vie. Les prix ne font que monter pour nous les producteurs. Quand on nous parlait de système stabilisé, on n'y croyait pas. Ce que nous gagnons aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ce que le planteur ivoirien gagne, c'est vraiment extraordinaire. Nous sommes fiers d'être producteurs aujourd'hui, car ce prix, c'est un prix historique. Et tous les planteurs que nous sommes aujourd'hui, nous sommes vraiment fiers du président de la République. Pour ce qu'il vient de faire, ça veut dire qu'il pense aux producteurs, au bien-être des producteurs. Pour le fait que le prix soit fixé à 2200, nous disons merci au chef de l'État. Tous les producteurs à l'unanimité ont confirmé que les prix même qui sont fixés, les producteurs, les coopératives ont toujours payé au-delà. Plus l'assurance maladie qui est entièrement payée par l'État de Côte d'Ivoire via le Conseil Café Cacao. C'est un prix qu'on a aimé et puis avec l'assurance maladie, tous les producteurs seront soigneusement, gratuitement par l'État de Côte d'Ivoire. Un chèque de 952 millions de francs CFA a été remis à la Caisse nationale d'assurance maladie. Cette somme est destinée à couvrir les frais et les cotisations des tickets modérateurs des producteurs de café cacao détenteurs de la carte. Plus de 1 101 500 producteurs de café et cacao ont été recensés et parmi eux, 850 000 ont effectivement reçu leur carte de producteur qui permet d'établir avec exactitude la traçabilité du cacao depuis les plantations géolocalisées tout en garantissant l'inclusion financière des planteurs.
Ce geste s'inscrit dans la promesse faite par le président de la République Alassane Ouattara, soulignant l'engagement du gouvernement à améliorer l'accès aux soins de santé pour les producteurs. De l'économie, passons aux initiatives sociales en prenant le cap de l'agroforesterie. Les coopératives et acteurs intervenant dans l'agroforesterie pour la durabilité de la cacaoculture voient leurs actions soutenues par un don de matériel agricole et bureautique. Un coup de pouce pour plus d'impact. Le reportage de Jeanne Atoubé vous sera proposé prochainement. Un autre point dans l'actualité en Côte d'Ivoire, une étape clé franchie dans l'achèvement de l'échangeur du carrefour Faya de Cocody avec des mesures prises pour minimiser l'impact sur la fourniture de l'électricité. Lanciné Bakayoko nous en dit davantage. Échangeur du carrefour Faya à Cocody, le premier pylône du côté du village d'Akwedo, servant à soutenir le câble conducteur et à assurer l'isolation électrique de la charpente métallique, a été posée avec succès. Cette étape marque une avancée majeure dans l'achèvement des travaux de l'ouvrage. Nous sommes à un taux de 50%. Les anciens câbles ont été déposés. La semaine prochaine, on va déposer le pylône du côté du camp militaire, poser le nouveau pylône et puis faire le raccordement. Quant à la continuité de la fourniture d'électricité, grosse inquiétude des populations, mais pas de panique. Les ajustements nécessaires pour sécuriser l'infrastructure ont été réalisés. En effet, les dispositions mises en place permettent d'éviter les incidents majeurs en garantissant aux populations un accès à l'électricité dans les meilleures conditions. Ici, on a aussi le réseau de transport d'énergie qui permet donc d'évacuer l'énergie vers les centres de consommation. Et donc, quand ces voies de transmission de l'énergie là sont impactées, naturellement, on perd donc en termes de disponibilité pour évacuer ces énergies-là. Et donc aujourd'hui, nous avons dû reconfigurer notre réseau pour pouvoir répondre à la demande de nos populations. Déjà, les deux pylônes encadrant l'ouvrage ont pu être rehaussés. Les travaux, démarrés le 22 mars, s'achèveront le 5 avril prochain. Et quand vient la nuit, sur nos routes, les automobilistes sont bien souvent secourus et aidés par des garagistes ambulants après des pannes imprévisibles survenues. Nous Sangaré et Youssouf Diarasouba ont rencontré quelques-uns. On écoute leur histoire. À Bobo Samaké, il est 22h. Sur ce axe du carrefour Samaké jusqu'à la mairie, la vie ne s'arrête jamais. Ici, Daouda, mécanicien, travaille même la nuit. Ce soir, il s'affaire à dépanner un taxi communal, plus connu sous le nom de Woro Woro. La voiture chauffeur, on a essayé de pousser pour mettre de l'eau dedans pour coller où l'eau fiait. Pour que le chauffeur puisse travailler un peu d'ici la fin de la soirée. Voilà pourquoi nous sommes là la nuit pour les dépanner. Il y a des fois, on va au garage, ça ne marche pas. On peut passer toute la journée, on ne touche pas quelque chose. Mais avec ici, souvent même là, d'autres peuvent tomber en panne à Cocody. Engrais, ils viennent nous chercher la nuit, puis on les dépanne. La plupart de nous d'ici, on dort ici. Comme lui, des dizaines de garagistes investissent chaque nuit ce taxe. Sous la lumière des lampadaires, dans le bruit des moteurs et des clés à molette, ils réparent, ajustent, redonnent vie aux véhicules en panne. Fawaz en fait partie. Électricien, il passe ses nuits à proposer ses services aux automobilistes en détresse. Depuis 2018, je travaille dans le garage de nuit de Samaké. Moi, je viens pour me chercher. Il y a beaucoup de voitures qui roulent la nuit. Ça ne me fatigue pas. Je suis habité au pied et me repose la journée. Mécanicien, électricien, taulier, ici, c'est tout un garage à ciel ouvert qui prend vie, animé par ces artisans de la nuit. La journée, on prend le temps de dormir. La nuit, on vient, ceux qui tombent en panne, on se défend avec eux. C'est ça, ils prennent payer ma maison, c'est courant, l'eau, tout. Siaka, lui, est taulier. Tout le monde ici le connaît. C'est un travail que moi j'aime. On a des temps jusqu'au petit matin. Il y a des jours, on peut avoir 15 000, il y a des jours, d'autres peuvent avoir 10 000. À moi, mon côté seulement que moi je connais, moi je gagne par la grâce de Dieu chaque jour que Dieu fait. Et puis le peu aussi que je gagne, ça me suffit. Mais cette activité nocturne n'est pas toujours simple. Parfois, les patrouilles de police viennent disperser ces garagistes, faute d'autorisation officielle. Mais ils reviennent, car pour eux, c'est une question de survie. Si on ne se met pas dans ces genres de risques-là, on ne peut pas gagner au pain. On ne peut jamais gagner même.
faut qu'on risque même pour gagner. Et pourtant, leur présence est un véritable soulagement pour les automobilistes en détresse, surtout la nuit. Il y a certains pannes, quand ça te prend, tu ne peux pas avoir tes vrais mécaniques que tu dois les croiser. Tu es obligé d'aller à côté, il peut te prendre pour que tu puisses aller dans tes occupations. Tu vois. En tout cas, moi, dans ce moment, ça m'arrange. En tant qu'un chauffeur, quand tu sors, il peut avoir des petits accrochages. Lorsque ces choses arrivent tard la nuit, ce sont des gens qui sont là spécialement la nuit, voilà, pour pouvoir nous dépanner un peu facilement. Les pannes sont imprévisibles. À tout moment, un moteur peut lâcher, une batterie faiblit, et ces mécaniciens, électriciens et tôliers ambulants, tels des pompiers de la route, viennent à la rescousse des automobilistes en détresse. Malgré les contraintes, ils ne comptent pas abandonner, car ce travail leur permet non seulement d'arrondir leur fin de mois, mais aussi de faire vivre leur famille. Voilà un éclairage sur ces petites mains bien utiles aux automobilistes en difficulté aux heures de la nuit. Pro-attitude, c'est le mot d'ordre à la Sotra. L'entreprise est engagée pour la sécurité routière avec une campagne de sensibilisation de son personnel roulant. Ces machinistes sont invités au respect du code de la route et des consignes d'exploitation. 300 agents sensibilisateurs sont sur les gares, les dépôts, les terminus de la Sotra avec un seul objectif, réduire les accidents et protéger les bus. On vous emmène sur place avec Dangui Dangui. Les accidents de la circulation impliquant ces autobus ou ces chauffeurs, bien que déjà en baisse selon les chiffres, la Sotra veut tourner définitivement cette page avec un objectif du reste ambitieux, 0 accident. Dans le cadre de la campagne dénommée Pro-attitude, le directeur général de la Sotra est descendu sur le terrain, ici à Djamé, à la Ganor, pour sensibiliser ses agents. Les accidents par-ci, par-là, vraiment la campagne est bienvenue. Si tous les machinistes étaient là aujourd'hui devant moi, je leur dirais la première chose, le respect du code de la route. Et ensuite, la prudence, le respect des consignes d'exploitation de la Sotra qui intègre un volet important de la sécurité routière. Quand on profite de cette campagne pour lui demander comment se porte son entreprise, Meïté Bouaké se veut rassurant. La Sotra se porte bien parce que la mission qui nous est confiée, c'est une mission de service public. Nous pensons que nous réalisons cette mission-là avec succès. Dans le rang, à l'arrêt, un peu plus loin, les usagers ne manquent pas de reconnaissance au service de la Sotra, malgré quelques grincements de dents. Quand on veut se déplacer, si tu n'as pas au moins 2000, 3000, tu ne peux pas y arriver. Mais avec la Sotra, tu vas facilement avec une somme de 200 francs. La Sotra fait trop d'efforts pour nous. Et il faut l'entretenir. Le seul problème maintenant, on constate qu'il n'y a pas assez de bus. Eh bien, la Sotra est un symbole à protéger, selon son directeur général. Je voudrais dire à nos clients, au-delà de nos clients, à la population, que la Sotra est au service de l'ensemble de la population et que la Sotra n'appartient pas aux agents de la Sotra. La Sotra n'appartient pas au directeur général de la Sotra. C'est pour toute la Côte d'Ivoire. Je voudrais leur dire, quelle que soit leur colère, quelles que soient les joies, quelles que soient les peines, qu'ils épargnent les autobus de la Sotra. La campagne Pro-attitude se poursuit à la gare sud, dans la commune du Plateau. Avec les vestiges de l'ancienne gare lagunaire derrière lui, Meïté Bouaké nous dévoile ses projets pour le transport fluvial à Abidjan. Vous avez pu constater qu'il y a une baisse du niveau d'activité. Ce temps de baisse-là va être rapidement comblé cette année parce que l'État a consenti à l'acquisition de 25 nouveaux bateaux-bus cette année de grande capacité. Les premiers vont commencer à arriver en mai. La Société des transports abidjanais Sotra met en circulation plus de 1000 autobus chaque jour pour transporter plus d'1 million de personnes.
Et nous restons sur cette démarche qualitative d'améliorer le quotidien des populations ivoiriennes avec cette mission de développement que poursuit le Conseil régional du Poro. À Sirasso, plusieurs infrastructures de base sont ouvertes pour les populations. Elles répondent aux besoins d'ailleurs de ces populations-là qui témoignent leur satisfaction. On le voit dans ce reportage de Franck Wadio et Ami Sissoko. À Sirasso, sous-préfecture, le village d'Mbala dispose désormais d'une pompe à motricité humaine, de quoi atténuer les difficultés d'accès à l'eau potable. Ici, on a eu des problèmes d'eau, le verre de Guinée, et grâce donc au conseil régional, pratiquement tous les villages ont un puits. Et aujourd'hui, on est en Mbala pour le puits à motricité humaine. Les femmes pompent et l'eau arrive. Dans la même dynamique, les villages de Sakmeli et Samboka sont dotés chacun de centres de santé intégrés entièrement équipés, ainsi qu'une pompe à motricité humaine pour assurer un meilleur accès à l'eau. Le président de la région, le ministre Fidel Sarasso, représenté par Abounibi Koulibaly, deuxième vice-président du conseil régional, réaffirme sa volonté de poursuivre les actions de développement au profit des populations. Cette nouvelle réalisation illustre l'ambition du conseil régional du Poro d'améliorer durablement le quotidien des habitants et de favoriser un développement équilibré des territoires. Mieux comprendre les services financiers publics pour mieux en profiter, l'Observatoire de la qualité des services financiers de Côte d'Ivoire présente sa mission aux populations, une tournée d'information nationale. Voyons l'étape de Boaké avec Soro Corona. Institué en décembre 2016, l'Observatoire de la qualité des services financiers du Côte d'Ivoire, OQSFCI, est un mécanisme de suivi et d'amélioration des services financiers. Tu es rentré dans une banque, tu es rentré dans une assurance, tu as un problème avec Mobile Money, même pas un problème, ou bien même tu es trop content du service qui t'a été offert, vous prenez votre téléphone, le 27 22 490 490, vous appelez l'OQSF. Pour une meilleure vulgarisation des missions et outils de l'Observatoire, une tournée nationale dénommée OQSFCI Tour 2025 est lancée à Boaké par le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique. Il s'agit tout d'abord d'un outil de veille et d'amélioration continue des services financiers qui permet d'évaluer la satisfaction des usagers, des clients, en recueillant et analysant les retours. On a en face de nous une structure qui est capable de résoudre nos problèmes lorsque nous avons des soucis avec les institutions financières. Parce qu'il faut dire qu'en tant qu'entrepreneur, nous rencontrons d'énormes soucis avec les accompagnements financiers. La caravane de l'Observatoire de la qualité des services financiers du Côte d'Ivoire va sillonner les 31 régions et 11 districts du pays et prendra fin le 11 septembre 2025. Plus de transparence pour plus d'implication des populations dans la gestion des finances publiques. Cette démarche conduit la Direction générale du budget et des finances dans le nord du pays. Dans les régions du Kabadougou et de la Bagoué, le budget citoyen 2025 est présenté en des termes adaptés aux populations. On le voit avec Kader Sogodogo. Le budget citoyen 2025, tout comme les précédents, est un outil essentiel pour promouvoir la transparence, renforcer la compréhension des actions gouvernementales et encourager l'adhésion des citoyens à la politique fiscale. Dans le cadre d'une campagne de présentation et de vulgarisation du document, plusieurs délégations de la Direction générale du budget et des finances sont sur le terrain. À Tengrela, dans la Bagoué, cette initiative vise à rendre l'information budgétaire plus accessible et compréhensible pour les populations locales. Document qui permet aux populations de comprendre le budget de l'État de manière plus facile parce que le langage qui est utilisé est simple et accessible à toutes les populations afin que chaque citoyen, quel que soit son niveau d'études, son niveau de langue, puisse comprendre ce que l'État fait chaque année. Après Tengrela, ce sont les populations du département de Madinani dans la région du Kabadougou. Les représentants de Seydou Traoré, directeur général du budget et des finances, expliquent l'élaboration du budget à la population. Oui, nous sommes largement satisfaits. La salle a été remplie très rapidement. Cela demande du fait que les populations ont un intérêt particulier
à comprendre le budget de l'État et surtout à savoir ce que l'État fait pour elle à travers cet instrument financier. Les populations locales réagissent positivement à ces présentations. Moi personnellement, même travaillant à la mairie, je ne savais pas ce qu'on appelait un budget citoyen. Mais à travers cette formation de vulgarisation, j'ai vraiment compris. Merci à l'État de Côte d'Ivoire de venir nous informer. Et cette campagne nous permet vraiment d'être plus libres dans nos services, non seulement avec la population, mais avec nos collaborateurs aussi qui vont comprendre ce que c'est que le budget de l'État. À quoi ça sert? À l'issue de chaque cérémonie, les différentes couches de la population reçoivent une copie du budget citoyen 2025, document élaboré en référence au guide méthodologique produit par International Budget. Pour davantage d'implication dans la société, une initiative sociale, nous parlons d'agroforesterie avec ses coopératives et acteurs intervenant dans l'agroforesterie pour la durabilité de la cacaoculture qui voient leur action soutenue par un don de matériel agricole et bureautique. Un coup de pouce pour plus d'impact, c'est le reportage de Jeanne Toubé. Un grand besoin en équipement longtemps exprimé est aujourd'hui comblé. Les coopératives de la filière café-cacao de la région du Cavali, les groupements et associations œuvrant pour la durabilité de la cacaoculture et le secrétariat permanent de la plateforme multi-acteurs, tous engagés dans la préservation et la protection de la forêt via l'agroforesterie, reçoivent du matériel agricole et de bureautique. Un acquis qui va améliorer leurs conditions de travail pour une meilleure productivité, mais encore renforcer leurs capacités opérationnelles. Ce matériel nous permettra de réduire la pénibilité de nos activités, faciliter le transport des plants sur les différents sites destinés à nos reboisements et aussi des activités annexes comme la production de plants. Le donateur, le Centre international de recherche en agroforesterie ICRAF, en collaboration avec la FAO et le PNUD, partenaires au développement de la Côte d'Ivoire. Ce don d'équipement s'inscrit dans le cadre du projet Scolure CI, mise à échelle des innovations transformatrices des systèmes alimentaires d'utilisation des terres et restauration des paysages à base de cacao en Côte d'Ivoire. Ces matériels doivent servir de levier à leur activité, doivent pouvoir apporter un plus à leur activité. Et comme toute chose qui nous est nécessaire, il faut en assurer un entretien et en faire un bon usage. La secrétaire générale de préfecture, Ndrikan Sylvie, a invité les bénéficiaires à fournir les meilleurs résultats dans leurs activités respectives, fort de l'équipement reçu. Pour rappel, le projet Scolure CI est une initiative du ministère d'État, ministère de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières. Sa zone d'intervention est Guiglo, Diokwe, Abengourou et Adzopé. Et on change de registre avec ce drame qui touche des dizaines de familles au centre du pays, à Brobo, des familles en détresse depuis le passage d'une forte tornade qui a détruit plusieurs habitations. Le drame concerne particulièrement les villages de Lamba-Bokuo et de Prikro, un sinistre que rapporte Gervais Kwasi et Soro Corona. Lamba-Bokuo, village situé dans la sous-préfecture du Brobo, département du Bouaké, région du Gbeke, les populations ne savent où donner de la tête. La récente tornade qui a soufflé sur le village a occasionné la destruction partielle ou totale du tiers des maisons de cette paisible cité dirigée par une dame, Nana Kwadjo Aou Clémentine. Il y a eu un vent qui a cassé 86 maisons. Actuellement, ceux qui ont des maisons cassées ne savent pas où dormir, comment faire pour manger. J'implore la miséricorde des autorités à venir nous aider. Non loin de Lamba-Bokuo, à Prikro, avec à la tête une dame également du nom de reine Koufi Aya 2. La même tornade a aussi fait des dégâts, mais dans une proportion moindre. Un focus sur une célébration du personnel féminin de l'INSAC avec un intérêt sur les avancées et les défis des droits des femmes. Un moment festif mais aussi d'échange avec des panels sur la condition de la femme, des prestations artistiques et même des expositions d'œuvres d'art. On en parle avec Didier Nguessa. Les avancées et défis des droits des femmes au centre des réflexions à l'occasion de ces festivités en hommage aux femmes de l'INSAC. Une célébration dans ce temple de la formation artistique est marquée par une procession, un panel portant sur la condition de la femme,
et cette exposition d'œuvres d'art dénommée Reconnaissance. J'ai été invitée par la mutuelle des femmes de l'INSAC pour participer à un panel sur l'évolution de la société, mais de la société féminine surtout, depuis Beijing, donc depuis 1995. Nous allons nous projeter dans l'avenir parce que tout n'a pas été fait. Il reste encore beaucoup de choses à faire. À travers des portraits de femmes ayant marqué la vie de l'Institut, l'artiste photographe Béatrice Nicole fait ressortir les valeurs incarnées par la femme dans toute sa diversité. C'est une occasion de plus pour nous les femmes de montrer avec fierté que nous pouvons compter dans la réussite des activités de notre institution. Toute la direction générale, avec l'association des femmes, avec la mutuelle des agents de l'INSAC, nous célébrons les femmes, nous félicitons leurs efforts, nous félicitons leurs résultats au sein de la maison et nous les encourageons à continuer à œuvrer pour le bonheur de cette maison. Ces prestations enlevées de ces étudiants de l'INSAC pour également rendre hommage à la femme. Autre point auquel on peut rattacher également la culture, l'écologie. Jean-Marc Djadji nous explique comment le Kroubri, danse traditionnelle dans la région du Gontougo, valorise l'éco-citoyenneté à travers l'utilisation de structures métalliques durables. On regarde. Des jeunes filles de 2 à 18 ans parées de pain traditionnel, de kaolin et de bijoux étincelants dansent agitant des queues de cheval ou de bœuf dans la localité de Bondoukou. Leurs mouvements sont synchronisés au son des tam-tams et des chants dialectaux. Une démonstration du Kroubi, cette danse ancestrale du district du Zanzan, exclusivement réservée aux femmes à la fin du Ramadan. Autrefois, sur des perches en bois surélevées, elles valorisent désormais leur atout de beauté et leur virginité sur des échafaudages métalliques. L'armature en bois, utilisée il y a des années pour le Kroubi, est extraite des forêts de la région du Gontougo, un danger pour l'environnement et la sécurité des jeunes filles. Je dis merci aux donateurs qui ont donné les serres à mes parents pour pouvoir participer à notre Kroubi national. Le remplacement des échafaudages en bois par des structures métalliques durables est une initiative des cadres du département. En 20 ans, nos parents, organisateurs du Kroubi, nous ont aidés à contribuer à la déforestation à hauteur de 42 000 bois pendant les 20 dernières années. Une quantité jugée excessivement énorme et alarmante. Avec les échafaudages métalliques, le Kroubi brille par ses innovations écologiques et sa capacité à rassembler des milliers de spectateurs, confirmant son statut de pilier du patrimoine culturel ivoirien. Et voilà, le Kroubri, danse traditionnelle du Gontougo, une danse aussi écologique. Parlons de sport à présent avec la Coupe de la Confédération. La SEC Mimosa chute à domicile face à l'équipe de la Renaissance sportive de Berkane. Le match s'est déroulé au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, un match comptant pour les quarts de finale de la Coupe de la Confédération CAF. Une rencontre que résume Moyabi Diabaté. Seul représentant de la Côte d'Ivoire sur la scène continentale, la SEC Mimosa a trébuché à domicile. Les jaunes et noirs ont été battus cet après-midi par les Marocains de la Renaissance sportive de Berkane sur le score de 1-0. L'unique but de la rencontre a été inscrit par Imad Riahi. Dès la première mi-temps, malheureusement, il ne s'est pas passé parfaitement. On n'a pas saisi les 4 bonnes opportunités qu'on a eues pour essayer de faire douter un petit peu cette équipe. Il y avait quelques espaces qu'on n'a pas bien utilisés pour ouvrir le score et après ils ont refermé ces espaces-là. Ils se sont dit peut-être qu'un match nul allait être bien, ils ont joué des choses plus simplement et c'est en deuxième mi-temps qu'on l'a payé avec des circonstances un petit peu compliquées qui n'aident pas à faire un match parfait non plus. Le but
largement évitable. C'est peut-être un manque de maturité et de communication, mais pour faire un exploit, il faut éviter ce genre d'erreur. La SEC devra se rendre au Maroc afin de négocier une victoire le mercredi 9 avril 2025 face à une équipe de Berkane qui bénéficiera du soutien de tous ses supporters. L'actualité africaine dominée par l'Union africaine qui est en mission de médiation au Sud-Soudan, une mission de 5 jours du groupe des sages de l'Union africaine à Juba qui intervient une semaine après le placement en résidence surveillée du vice-président Riek Machar par les forces de sécurité du président Salva Kiir. Un organe consultatif, cet organe des sages composé de personnalités africaines éminentes qui sera chargé de dialoguer avec les parties prenantes sud-soudanaises pour désamorcer les tensions et promouvoir une solution négociée face donc aux protagonistes Riek Machar et Salva Kiir, et cela malgré l'accord de paix signé en 2018. Sur le continent américain, Donald Trump déclare la guerre commerciale au monde en mitraillant de taxes l'Asie et l'Europe, promettant un nouvel âge d'or à l'Amérique. Le président américain a annoncé hier mercredi la mise en place de nouveaux droits de douane dits réciproques, incluant des taux de 20% pour les produits importés de l'Union européenne et de 34% pour ceux provenant de la Chine qui se retrouve avec finalement 54% de taux d'imposition par les États-Unis. C'est le dernier point de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Un journal traduit pour vous en langue des signes, un journal accessible à tous. Je vous souhaite un bel après-midi sur RTI 1 à 20h. Retrouvez Marie-Laure Gourand pour d'autres informations d'ici et du monde.